Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce colloque sur la Bibliotheca Coranica, la bibliothèque coranique de Fustat, deuxième édition. Pourquoi s'intéresser à une bibliothèque coranique? Pourquoi parler même d'une bibliothèque coranique? De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de dépôts de manuscrits usagés, manuscrits illisibles probablement, dans la mesure où ce sont des écritures anciennes. Il s'agit en fait d'un équivalent musulman d'une Guéniza. On a des textes de juristes qui nous montrent des préoccupations à peu près similaires, et Fustat était un de ces dépôts. D'ailleurs, c'est intéressant de penser qu'au Caire, il y avait finalement deux guénizotes, je devrais employer un duel, pour recevoir ces manuscrits, ces écrits anciens qui ne servaient plus. Il y en avait à Fustat, disais-je, mais il y en avait également à Damas, à Kérouan ou encore à Sanaa. Et leurs feuillets sont, dans un cas seulement, presque totalement restés sur place, c'est le cas de Sanaa, mais dans les autres cas, ils ont été dispersés à la suite de ventes diverses. Ce qui est intéressant, c'est précisément d'essayer de comprendre à quoi correspondaient ces dépôts, outre le fait qu'il s'agissait prioritairement d'éviter que des exemplaires du Coran soient souillés en étant laissés à l'abandon dans des conditions non contrôlées. Ce qui est remarquable, c'est le nombre de copies dont nous parlons. À Fustat, il y avait au moins 250 copies du Coran, sous des présentations différentes. Dans certains cas, c'était des Corans en un seul volume, dans d'autres cas, des Corans en plusieurs volumes, jusqu'à 30. Je n'ai pas trouvé d'exemple à Fustat de Corans en 60 volumes. À Kérouan, d'après l'inventaire médiéval, il y avait 90 copies du Coran également, et cette fois-ci allant de 1 volume à 60 volumes, ce qui représentait, et c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit, entre 1000 et 1500 volumes, 1500 tomes séparés. Donc une bibliothèque considérable. La période couverte est aussi intéressante puisqu'elle couvre les 4 premiers siècles de l'islam, et il s'agit principalement, c'est moins vrai à Damas, mais pour les autres cas, c'est le cas, il s'agit principalement de manuscrits qui ont été copiés sur du parchemin. Alors, la situation de l'islam est tout à fait frappante. Pourquoi y avait-il autant de manuscrits du Coran? En principe, ce qui compte, c'est la transmission orale, la récitation, et non pas les copies sur parchemin ou sur papier. Un parallèle avec l'Occident médiéval n'est certes pas complètement satisfaisant, mais il permet de mettre en lumière la spécificité de cette situation propre à l'islam en ce qui concerne la copie du Coran à l'époque ancienne. Première comparaison, elle s'impose avec la Bibliothèque nationale. J'ai travaillé sur le fonds de Fustat, la collection Aslan-Cherville, qui représente donc environ 250 manuscrits, là encore des fragments, mais qui représentent 250 manuscrits différents, copiés entre le 7e et le 10e siècle. À quelques mètres, il y a le fond latin et, pour la même période, 70 copies de la Bible ou des évangiles. Donc une disparité qui est quand même assez curieuse, puisqu'on s'attendrait à trouver à la Bibliothèque nationale un peu plus de copies de la Bible et des évangiles en latin que de copies du Coran pour la période correspondant grosso modo à la période carolingienne. C'est d'autant plus intéressant que les manuscrits dont je parle, les manuscrits du Coran dont je parle, sont des exemplaires qui viennent tous du même endroit, alors que pour la collection de manuscrits bibliques et d'évangiles de la Bibliothèque nationale, il s'agit en fait d'exemplaires qui ont été collectés dans toute la France, puisque c'est la Bibliothèque royale qui, au cours des siècles, a acquis des manuscrits venant d'abbayes différentes, non seulement en France, mais parfois au-delà. Alors, on me dira, bon, la comparaison n'est pas égale dans la mesure où la collection de la Bibliothèque nationale est une collection artificielle, alors que la Guéniza de Fustat représente une unité. Alors, prenons
une institution carolingienne qui, elle, a gardé sa bibliothèque, la bibliothèque de Saint-Gall, en Suisse actuellement, et on constate exactement la même chose. 39 manuscrits datés ou datables de la période qui court du 8e au 10e siècle ont des contenus bibliques. Un seul a le texte complet de la Bible et du Nouveau Testament. 4 sont des copies des évangiles, et dans le reste des cas, il s'agit en fait simplement de portions, par exemple les psaumes ou les prophètes, etc. Donc des textes qui ne sont pas complets. Alors comment comprendre cette situation? Comment l'interpréter? Encore une fois, l'islam nous conduirait à penser que finalement il y a peu de manuscrits parce que ça n'est pas cela qui compte. Or, c'est exactement l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on a copié le texte révélé avec autant d'insistance? Pourquoi a-t-on dépensé autant d'argent? Car je ne parle pas de petits manuscrits. Nous avons des manuscrits qui sont des manuscrits énormes, qui consomment une quantité de parchemin sans aucun rapport avec ce qui est strictement nécessaire pour avoir une copie du Coran. Pour copier le Coran avec quelque chose comme 2 à 3 mètres carrés de parchemin, c'est suffisant. Certains de ces exemplaires ont été fabriqués sur des mètres carrés de parchemin de l'ordre de 100 jusqu'à 300 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a véritablement dépensé sans regarder pour avoir une copie du Coran. Alors, pour mieux comprendre, il faut bien sûr mieux connaître, et pour cela, entreprendre le remembrement de ces collections. Alors, pourquoi avoir choisi Fustat et pas le Caire, Damas ou Kérouan? Eh bien, tout simplement parce que les manuscrits de Fustat sont relativement bien accessibles et relativement bien connus. Où sont-ils? À la Bibliothèque nationale de France, c'est le fonds Asselin de Cherville. Ils sont à Gotha, en Allemagne, la collection constituée par Zeitzen à peu près à la même période qu'Asselin de Cherville, et puis à Saint-Pétersbourg, le fonds Marcel, dont je parlerai à la fin de cette journée, a une collection qui a été formée au moment de l'expédition d'Égypte. Et puis, en plus de ces grosses collections, il y a l'inconnu de Dar al-Koutoub, qui conserve aussi des fragments, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'ils représentent, et puis une quantité importante de fragments qui ont été dispersés depuis, disons, le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours parce qu'il n'y a pas si longtemps, à Rennes, une vente aux enchères a dispersé des feuillets qui venaient précisément de ce fonds. Les fragments couvrent les 4 premiers siècles de l'islam, je l'ai dit, c'est-à-dire une période décisive pour la formalisation du texte coranique par écrit, depuis donc la mise par écrit sous le règne de Osman, jusqu'à l'intervention d'Ibn Mujahid au début du Xe et celle d'Ibn Khalboun à la fin du même siècle, qui ont achevé d'établir en quelque sorte un canon coranique. Les manuscrits nous fournissent un matériel de premier ordre pour comparer les données de ces documents avec ce que nous disent des traités sur le texte, puisque le savoir dont je parle, celui d'Ibn Mujahid, d'Ibn Khalboun, ce sont des compilations où on vous donne des indications sur les spécificités de telle et telle récitation. Les manuscrits du Coran nous permettent d'avoir accès aux textes tels qu'ils circulaient à l'époque, de faire des comparaisons et parfois de découvrir que, entre l'histoire officielle et la pratique, il y a eu des différences. Il est vrai que Fustat est en quelque sorte une zone d'ombre sur la carte de la transmission ancienne du texte, puisque, comme vous le savez, les lectures sont liées à des villes qui sont situées plus à l'est. Médine, bien sûr, la Mecque, Damas, Basra ou Koufa. Fustat, l'Égypte en général, n'apparaît pas, et ces manuscrits nous permettront peut-être de voir si l'Égypte était finalement à la suite de ce qui se faisait ailleurs, ou au contraire avait sa spécificité qui, pour des raisons contingentes, a disparu. Alors, pour la chaire Histoire du Coran, étudier cette bibliothèque coranique, c'est effectivement mettre en pratique un projet qui a été proposé au Collège de France et qui a retenu l'attention des professeurs. Mais c'est aussi la possibilité de travailler avec d'autres chercheurs, parce que ces questions n'intéressent pas seulement
ma personne ou la petite équipe qui est constituée autour de moi, mais également d'autres équipes internationales, et notamment celle de Corpus Coranicum, dirigée par Michel Marx, que nous entendrons tout à l'heure. Avec eux, nous avons lancé un projet qui s'appelle Paléocoran, un projet franco-allemand qui associe l'ANR et la DFG pour étudier précisément cette bibliothèque de Fustat et commencer à reconstituer virtuellement la collection. Vous verrez dans un instant, présenté par Éléonore Sellard, le site qui est en train de prendre forme et qui permettra en quelque sorte de feuilleter des manuscrits qui sont à l'heure actuelle, et qui le resteront d'ailleurs, dispersés dans des collections très éloignées les unes des autres. Mais au-delà de cet outil informatique intéressant, cela nous permettra de comprendre ce que représente cette collection, ce à quoi elle a servi, et elle nous permettra enfin d'analyser l'évolution du texte coranique au cours de la période qui nous intéresse. C'est une recherche de philologie, c'est aussi une recherche d'histoire de l'art, mais c'est aussi une recherche plus large et véritablement pluridisciplinaire, puisqu'elle porte aussi sur l'analyse des matériaux, identifier les encres, identifier les colorants, dater les parchemins à l'aide de la méthode du carbone 14 et croiser les résultats entre philologues, historiens de l'art et historiens des matériaux. Le contexte également est important, et le contexte a besoin d'être étudié. Contexte musulman, tout d'abord, celui de l'Égypte jusqu'à l'arrivée des Fatimides, qu'il s'agit de mieux comprendre, explorer les relations qui peuvent exister entre le milieu qui tournait autour de la mosquée de Fustat et le reste du pays. Relations également avec les autres communautés religieuses de l'époque et leurs pratiques. Nous avons des communautés coptes juives à Fustat. Il est intéressant de voir s'il y a eu des interférences, s'il y a eu des échanges. Nous avons le cas, bien sûr, de ce colophon qui nous est rapporté par un savant musulman du début du XIe siècle, qui cite un copiste, enfin il cite le colophon, et le copiste, très clairement, est le fils d'un quelqu'un qui était copte, qui s'appelle Minas. Donc on voit bien que des pratiques ont pu passer d'un domaine à un autre. Voilà, ce sont les grandes lignes de ces recherches, les grandes lignes du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Et je remercie donc tous les participants venus de parfois loin pour nous apporter un éclairage sur les questions qui nous intéressent et que nous aurons donc le plaisir d'écouter au cours de cette journée. La première intervention sera pour présenter le site, et je vais céder la parole à Éléonore Sellard pour nous faire voir à quoi va ressembler le site de Paléocoran. Bonjour. Alors, voici. Voilà, donc le site qui apparaît à l'écran est pour l'instant en construction. Alors c'est quelque chose de provisoire. Pour l'instant, il n'est pas en ligne. Et il y a de fortes chances que dans les semaines, dans les mois qui viennent, il soit complètement remanié. Et donc, quand il sera accessible, il est possible que vous ne retrouviez pas la même structure que je présente aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je vais insister sur les fonctionnalités du site et vous montrer un peu ce que nous avons tenté de faire pour le projet Paléocoran. Alors, rapidement, voilà, à gauche, vous avez un petit encadré avec l'histoire de la mosquée de Ramr, la bibliothèque, la collection, la bibliothèque coranique, et l'histoire des acquisitions de la collection de la bibliothèque de Ramr. À droite, un petit encadré qui en fait répète ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire à quoi sert paléocoran.eu. Vous aurez en haut un onglet Actualité, voilà, avec d'une part tout ce qui va être manifestation scientifique, pas seulement autour des manuscrits du Coran, mais aussi autour de l'histoire du Coran en général.
Également une part sur les publications récentes. Voilà. Ensuite, nous passons à l'onglet Équipe. Là, vous avez une présentation en quelques lignes, une biographie des collaborateurs et des coordinateurs du projet Paléocoran. Ensuite, vous avez la description du projet Paléocoran. Vous aurez la possibilité de vous inscrire, de nous contacter pour nous signaler toute manifestation scientifique, publication récente. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante, la partie sur les manuscrits. Alors, cette partie ne sera pas accessible à tout le monde. Vous aurez besoin de vous inscrire sur le site avant. L'inscription sera gratuite, évidemment. Vous n'aurez pas donné votre numéro de carte bleue. Et donc, ça sera une inscription obligatoire pour accéder aux manuscrits. Donc là, vous aurez une liste des manuscrits. Bon, aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui apparaît, mais on espère que dans quelques mois, quand le site sera accessible, on aura déjà plusieurs manuscrits à vous présenter. Le manuscrit qui apparaît à l'écran porte un nom. Il s'agit en fait d'un volume fictif. Un volume fictif qui réunit des fragments réels. Le nom que l'on a donné à ce manuscrit, Codex Amrensis 20, se réfère donc Amrensis à la mosquée de Hamre, et le numéro 20 correspond grosso modo à l'ordre de traitement des manuscrits. Si nous nous intéressons donc à ce manuscrit, nous allons avoir différentes fonctionnalités. Vous aurez à gauche l'image avec la possibilité donc de feuilleter le manuscrit, et à droite un certain nombre d'informations qui correspondent finalement à la fiche identitaire du manuscrit. Donc vous aurez deux parties en fait, deux étapes dans l'identité du manuscrit. Vous aurez quelque chose qui concerne les informations concernant l'unité codicologique reconstituée et des informations plus détaillées sur le folio, donc l'encadré qui apparaît en bas. Ces informations sont de différentes natures. Vous aurez des informations sur l'étude paléographique, l'étude codicologique, l'étude des décors et enfin l'étude du texte. Alors, à quoi sert cette fiche descriptive ? D'abord, elle nous permet de disposer de toutes les informations sur le manuscrit. Si nous croisons les informations issues des différents champs de la paléographie, de la codicologie, nous pouvons mieux cerner les paramètres d'élaboration du manuscrit. Par exemple, l'association d'une orientation du parchemin, orientation verticale ou oblongue, avec un format spécifique, l'emploi d'une écriture donnée dans un module adapté au format, les habitudes orthographiques. Par exemple, le copiste A peut être identifié par son style d'écriture. Voilà. Mais cette fiche descriptive va surtout nous servir à faire des rapprochements entre les manuscrits et à reconstituer des séries. À partir d'un outil de recherche avancé, nous pourrons demander à l'ordinateur, par exemple, de nous donner la liste de tous les manuscrits qui sont copiés sur parchemin de format vertical, dans une écriture hijazi, avec le terme qala noté sans alif. Plus nous préciserons nos champs de recherche, plus les résultats seront réduits. On pourra éventuellement recomposer des unités codicologiques. Alors certes, dans le cas de la collection de Fustat, nous n'avons pas eu besoin d'un tel outil pour reconstituer les unités codicologiques. D'abord parce que la collection ne comporte que quelques centaines de manuscrits et parce que plusieurs fragments collectés étaient encore partiellement reliés dans des cahiers. Mais imaginons travailler sur une collection comme celle de Damas, qui est conservée à Istanbul. La collection de Damas compte 200 000 fragments, majoritairement des feuillets isolés.
divisés dans plusieurs cartons. Dans ce cas, le travail humain qui a été mis en œuvre pour la collection de Foustat ne suffirait plus, et c'est donc un tel outil qui pourra nous permettre de reconstituer les unités codicologiques. Un dernier outil que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, ce sera de comparer les manuscrits en juxtaposant les images côte à côte. On pourra ainsi comparer les leçons de chaque manuscrit et se servir de cet outil dans la perspective d'une reconstitution d'un stemma, donc de l'arbre généalogique des manuscrits. Voilà, le site internet devrait être mis en ligne dans 2 ou 3 mois à peu près, et nous espérons vous proposer d'ici là plusieurs manuscrits accessibles. Merci.